Nous sommes en 1955 lorsqu'un mystérieux réalisateur naît à Hollywood. Son nom, Alan Smithy. Il commence sa carrière avec un premier téléfilm, L'indiscrète Mrs. Jarvis. S'ensuit alors une grande carrière qui passe déjà par la télévision en réalisant le tout premier épisode de MacGyver. Il réalise aussi pour le cinéma avec le western Une poignée de plomb, et même par le cinéma d'horreur avec Hall 37. Il a également été scénariste sur le premier film Dune. Alan Smithy a également été acteur, compositeur, directeur de la photographie et a même travaillé chez Nintendo sur les jeux Equinox et Winx Club. Une large carrière, n'est-ce pas? Et pourtant, il faut bien que je vous l'avoue, Alan Smithy n'existe pas. Non, c'est... Oh. Mais alors, qui se trouve vraiment derrière ses œuvres et surtout qui se cache derrière son nom? En fait, Alan Smithy n'est qu'un pseudonyme. Un surnom derrière lequel pourrait se cacher n'importe qui. En fait, Alan Smithy cache des réalisateurs et des artistes qui ont honte de leurs films et qui n'ont pas envie que leur nom y soit associé. Ses origines remontent donc bien au milieu des années 50 aux États-Unis. À l'époque, le cinéma connaît une sorte de guerre entre les producteurs, qui ont alors la main mise sur la création des films, et les réalisateurs, qui se battent pour être considérés comme les vrais auteurs du film. Une loi pourtant interdit aux réalisateurs de ne pas être crédités au générique de leur film. Le problème? Eh bien, lorsque le réalisateur est déçu dans son film ou que la production ne suit pas sa ligne artistique, il n'est pas rare qu'un réalisateur ne veuille justement pas y être associé. Cela a notamment été le cas en 67 avec le film Pour une poignée de plomb. Don Siegel, le réalisateur, ne s'entendait pas avec l'acteur principal, Richard Widmark. La production a donc tout simplement décidé de remplacer le réalisateur par Robert Totten. Deuxième problème, le film final comprend à peu près autant de plans tournés par l'un que par l'autre. Aucun des deux réalisateurs n'avait vraiment envie d'être le seul crédité pour le film. D'autant plus qu'aucune vision n'avait été réellement mise en avant. Arrive alors la DGA, le syndicat américain des réalisateurs, qui a proposé l'usage d'un pseudonyme pour pouvoir régler le problème. Le syndicat a d'abord proposé Al Smith, mais a eu peur qu'un nom aussi commun puisse perdre le public. Al Smith est donc devenu Alan Smith, puis Alan Smith. Un nom bien marqué et passe-partout. Le pseudo Alan Smithy a donc été utilisé plus d'une fois à Hollywood lorsqu'un artiste est mécontent de son film et ne souhaite pas être crédité pour éviter d'entacher sa carrière. Et si Alan Smithy a été le nom le plus courant, d'autres surnoms ont été utilisés, et ce dans bien d'autres domaines artistiques. William Gibson, par exemple, a signé son roman Coda Alan Smithy, tandis que pour le film Supernova, Walter Hill a utilisé le nom de Thomas Lee. Mais l'exemple le plus célèbre est sans doute le cas de Dune. Son réalisateur, David Lynch, a d'abord voulu être crédité en tant que Judas Booth, pour marquer la trahison qu'il a subie de la part de la production. Judas fait évidemment référence au personnage de la Bible et Booth vient du nom de l'assassin d'Abraham Lincoln. Mais Alan Smithy a surtout été rendu célèbre par le film qu'il a mis à l'honneur, un Alan Smithy Film. On y suit un réalisateur se nommant véritablement Alan Smithy qui se fait trahir par la production qui décide sans lui de la fin du montage de son film. Alan court donc se plaindre à la DGA pour qu'un pseudo soit utilisé à la place de son nom. La DGA lui propose alors d'utiliser Alan Smithy. Le film a suffi à faire de ce pseudo une mauvaise publicité pour ceux qui en font usage, si bien que la DGA a décidé de ne plus l'utiliser. Et c'est ce qui explique l'usage d'autres surnoms et l'apparition d'autres pseudos. Mais Alan Smithy est resté célèbre dans les esprits. Scooby-Doo y fait même référence dans un épisode de Mystère Associé, avec le réalisateur d'un film se nommant Alan Smithy. En fait, ce pseudo nous montre également que parfois la fiction dépasse le cadre même du film. Quand même ceux derrière la caméra se mettent à porter un masque et jouer un rôle dans une histoire aussi intrigante et dramatique que celle de son film. Lorsque l'histoire derrière un film devient aussi intéressante que le film lui-même.
Voilà en fait ce qui plaît au public, et voilà aussi pourquoi les making-of ont autant de succès. Le making-of existe depuis aussi longtemps que le cinéma. Alice Guy fut d'ailleurs la première à filmer les coulisses de ses films. Mais le format gagne surtout en popularité à partir des années 80, lorsque le DVD prend sa place dans les foyers. Quelques grands making-of font gagner au genre ses titres de noblesse, à commencer par celui du clip de Thriller de Michael Jackson et réalisé par John Landis. D'autres prenant vraiment la forme d'un documentaire comme celui sur le film Apocalypse Now, le film culte de Francis Ford Coppola, ou sur Lost in La Mancha, le film culte jamais réalisé par Terry Gilliam. Le travail du making-of nous montre bien l'intérêt du public pour ce qui se passe en coulisses. Cela nous permet de connaître tout un tas d'anecdotes pour briller en société. Vous saviez par exemple que si nous ne voyons quasiment jamais le requin des Dents de la Mer, offrant cette vue subjective qui a contribué au succès du film, c'est parce que le requin mécanique prévu pour les effets spéciaux a coulé le premier jour. Une belle histoire à raconter se déroulant derrière l'écran et qui a contribué à la construction de celle qui se déroule devant. Bref, je divague. Si Alan Smithy a tant marqué les esprits, c'est aussi parce qu'il n'appartient pas vraiment à la réalité. Un pseudonyme, c'est comme un masque. Un personnage de fiction, en somme, qui cache un réalisateur bien réel. Alan Smithy, c'est une nouvelle frontière floue entre la réalité et la fiction, créant de nouveaux mystères sur les origines véritables d'un film. Un peu comme ces Lost Media, ces films perdus et légendaires que certains passionnés tentent désespérément de retrouver. Et c'est aussi ce qui permet l'émergence de légendes urbaines autour de certains films, notamment autour des histoires d'horreur, qui ont la réputation d'avoir tué tous les gens qui ont travaillé dessus. Le mythe d'Alan Smithy devient donc un symbole, celui d'un personnage fictif qui s'est construit au-delà du cadre, et qui peut coller à n'importe quel visage, à n'importe quel genre, à n'importe quel métier et à n'importe quelle œuvre. Alan Smithy devient alors partie intégrante de l'histoire qui a construit l'histoire. Alan Smithy, c'est ce centre névralgique, celui de toutes ces histoires qu'on aime se raconter autour d'un film.